Là, en fait, on a voulu construire une maison BBC avec donc un bâtiment basse consommation qui a comme objectif de démontrer que des solutions simples et traditionnelles à base de béton sont tout à fait pertinentes pour arriver à ces objectifs. Pour réaliser un bâtiment basse consommation, ce qui évolue un petit peu, c'est qu'il faut le penser dès la conception. Ça ne se fait pas au dernier moment. Donc il y a toute une réflexion à avoir pour optimiser les apports d'énergie naturelle, c'est-à-dire qu'une maison, elle ne doit pas être la même partout, elle doit prendre en compte son environnement, dans son orientation, dans son implantation et dans son plan aussi, puisque les pièces doivent s'orienter avec le soleil, entre autres. Aujourd'hui, on en est à la phase de plancher intermédiaire. Donc on met en place une solution avec des poutrelles et des ourdis en PSE, puis une dalle de compression qu'on va couler dessus. Concernant les points de vigilance, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de pont thermique entre le plancher d'étage et les murs périphériques. Alors dans la logique BBC, les ponts thermiques, c'est important, c'est 5 à 10% des déperditions. Donc il faut le traiter. Pour le traiter, il y a plusieurs solutions qui sont disponibles. Nous avons choisi d'utiliser ce système de coffre à plumes, donc d'entrevous PSE, qui permettent justement, par le fait qu'il y a un petit peu moins de béton en périphérie, de traiter le pont thermique du plancher intermédiaire. Au lieu d'une épaisseur de dalle de béton de 20 cm environ, on se retrouve à avoir 10 cm de PSE environ, et plutôt aux environs de 5 cm de dalle de compression béton. Donc le flux thermique il est proportionnel à la surface qui est en contact avec le mur extérieur. On diminue la surface, on diminue le pont thermique d'autant. Coffre à plumes se met en œuvre assimilé et associé à des poutrelles, n'importe quelle poutrelle du marché, puisque Coffre à plumes est certifié par le CSTBAT sur tous les types de poutrelles existants sur le marché. Alors pour la mise en œuvre, il y a un autre point de vigilance qui est dû au béton qu'on va utiliser pour la dalle de compression. Vu que c'est un béton autoplaçant, il est déjà plus liquide, plus fluide, donc il faut être très vigilant au niveau de la jonction entre nos entrevous PSE. Il vaut mieux prendre son temps, étancher parfaitement et couler l'autoplaçant, c'est quand même un béton où bien évidemment il aura une facilité de mise en œuvre, un enrobage parfait de ses poutrelles. En termes de densité, c'est la même chose que la dalle du bas, si ce n'est que nous mettons moins d'épaisseur puisque sur ce chantier, on doit retrouver la moyenne de 5 cm. Sur le chantier en question, on a vu qu'on a mis en œuvre un béton autoplaçant sans treillis métallique. Or, il est vrai qu'il était obligatoirement nécessaire d'avoir des produits de qualité, des produits de forte densité certifiés par le CSTB. On estime à 5 à 10% les gains quand une maison a une bonne inertie thermique. Cette inertie, elle est apportée par 3 choses: les dalles, les murs et les murs de refend. Donc là, en fait, avec des solutions d'entrevous PSE plus poutrelles et notre dalle béton, on apporte vraiment de la matière lourde à chauffer et une bonne inertie thermique à notre bâtiment. Dans la construction que nous avons derrière, on est sur une construction traditionnelle, avec des produits qui sont arrivés sur le marché depuis quelques mois, voire quelques années, dont nous maîtrisons la commercialisation, dont nous maîtrisons la technologie. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de naturel pour nous d'aller vendre des produits nouveaux répondant aux normes des maisons BBC. Dans la logique de conception bioclimatique, les menuiseries ont un rôle très important. Dans ce cas-là, de la maison Jambert, on a à peu près 55% des vitrages qui sont au sud et que 17% au nord. Donc on a vraiment orienté notre maison. Les menuiseries, elles ont un rôle très complexe. Elles jouent sur 3 choses. Elles peuvent apporter de la lumière, elles peuvent apporter de la chaleur, parce que le soleil fait rentrer de la chaleur dans la maison. Et c'est aussi une source de déperdition. La chaleur à l'intérieur va passer à travers la menuiserie pour aller vers l'extérieur. Donc on a 3 coefficients. Et puis choisir des bonnes menuiseries et des bons percements, une bonne opacité, ça se fait avec un compromis sur ces 3 coefficients. Donc dans ce cas-là, sur le sud, on privilégie l'apport de lumière et de chaleur. Et au nord, on limite les déperditions avec des plus petites ouvertures. La première partie qui est importante, c'est l'appui. Lui, il faut qu'il soit de niveau. Ça, c'est ce qui va jouer sur toute la fenêtre, hein. Après le bon fonctionnement de la fenêtre. Après, on a ici les bandes d'adressage qui ont été faites par le maçon. Donc ça, c'est mieux que ça soit d'aplomb, bien sûr, parce que nous, on s'applique complètement dessus. C'est ce qui va faire l'étanchéité aussi. En termes de points de vigilance, il faut également veiller à ce que la mise en place des menuiseries soit faite dans les règles de l'art, suivant les DTU, c'est-à-dire mise en place d'un compris-bande et réalisation d'un joint silicone pour parfaire l'étanchéité. Plus on a de menuiseries extérieures, plus on doit veiller à la bonne exécution de l'étanchéité au pourtour des menuiseries, afin d'avoir le moins de déperdition possible. Dans cette maison, on a fait un choix qui se développe de plus en plus. C'est une menuiserie avec le coffre de volet roulant intégré. Donc il est isolé, il est bien étanché et il vient se poser d'un bloc. Le gros avantage, c'est que c'est hyper rapide. On arrive, on pose, c'est fini, on n'a plus qu'à brancher le fil et puis il marche, quoi. Ça limite les interfaces entre le coffre roulant, la menuiserie, le maçon. Donc finalement, moins d'interfaces égale plus de facilité. Alors dans la logique de la maison Jambert, comme on le voit depuis le début, on cherche à utiliser des produits très standards et à des coûts minimums. C'est pour ça qu'on a choisi un double vitrage, donc 4-16-4, avec une lame d'argon, performant,
facilement disponibles et on n'a pas besoin forcément d'aller chercher du triple vitrage ou des choses qui sont beaucoup plus coûteuses. Il faut être très méticuleux, faire ça correctement pour éviter tout passagière, quoi. Au niveau de l'isolation des murs intérieurs, parce que c'est ce qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui, on a posé un doublage thermoacoustique, le Prégimax 29.5. Donc un doublage en polystyrène expansé dont la conductivité thermique est relativement intéressante puisque 29,5. C'est le produit actuellement dans sa catégorie de polystyrène expansé le plus performant du marché. Le polystyrène lui-même est élastifié, ce qui lui permet d'avoir donc une performance acoustique qui répond largement à la réglementation acoustique et qui donne un confort supplémentaire. Il est facile à mettre en œuvre, il se découpe facilement avec une scie. Et après, au niveau de l'encollage, c'est une mise en œuvre traditionnelle selon les DTU, rien de particulier, tout en sécurité. Donc au niveau des jonctions mur-plafond, quand le plafond est posé avant le doublage, on va éviter le passage d'une lame d'air en mettant un joint élastomère en bout de plaque. Ensuite, en pied de doublage, il est prévu également de laisser un espace qui fait quelques centimètres et cet espace, pour éviter une lame d'air potentielle qui amènerait une fuite d'air, on va le bourrer essentiellement avec de la mousse polyuréthane faiblement expansive. Le plaquiste s'est assuré que les panneaux étaient bien jointifs et donc après, de façon tout à fait traditionnelle, on vient mettre une bande à joint avec son enduit. Là. La plaque est bien collée avec un enduit spécifique justement prévu pour ce type de produit. On fait des plots à distance régulière, collés de part et d'autre. Alors, en ce qui concerne les menuiseries, le travail du plaquiste, c'est qu'il va devoir, après la pose de la menuiserie, après la pose du doublage, systématiquement placer un joint élastomère sur tout le pourtour de la menuiserie. Alors autour des boîtiers électriques, là il était prévu justement déjà des boîtiers en eux-mêmes étanches. Nous avons donc un boîtier bien spécifique, complètement différent du boîtier traditionnel. La membrane intérieure viendra épouser l'ensemble de la gaine pour ainsi former une étanchéité parfaite. Voilà. On va porter une attention bien particulière à tous les percements de la maison. Ici donc forcément il y a des trous. Ces trous-là seront bien calfeutrés par des apports de laine de verre. Donc l'ensemble sera ensuite coffré, isolé par le plaquiste. Dans cette maison, pour atteindre le niveau BBC, on a pu rester en épaisseur traditionnelle, 100 mm. Donc avec du 29,5, ça fait 3,40 en résistance thermique. Et au global, grâce au bloc béton, on arrive à une résistance globale du mur de 3,60. Ce qui nous permet, grâce avec tout l'ensemble des autres isolants et toutes les performances, d'atteindre le niveau BBC sans difficulté. Lors de la dernière étape, nous avons réalisé les doublages muraux, doublage isolant, ainsi que le doublage des plafonds. Aujourd'hui, nous avons réalisé les préparations de sol avant carrelage, à savoir donc la réduction sur les tuyaux et les atteintes de plomberie. Nous avons mis en place l'isolant de sol, ainsi que le circuit de circulation d'eau pour le plancher chauffant. Nous coulons une chape sur un isolant sous chape. Cet isolant, il a un rôle très important puisqu'il va pouvoir améliorer les performances de notre paroi en contact avec le sol. C'est environ 7% des perditions thermiques. Donc avec un bon isolant sous chape, bien sûr associé à l'isolant sous dalle qu'on avait mis au tout début du chantier, on a une très bonne performance. Deuxièmement, ça permet de traiter les ponts thermiques en périphérie. Donc résultat, avec la continuité entre notre doublage intérieur, le Prégimax, et puis notre isolant sous chape, on a corrigé le pont thermique entre le mur extérieur et le plancher bas. Le plancher chauffant permet d'une part d'avoir un système réversible au niveau de la source d'énergie. L'autre point aussi qui motive le plancher chauffant, c'est le confort thermique que ça apporte, parce que la chaleur va être uniformément répartie. On a une solution énergétique beaucoup plus favorable que la mise en place de radiateurs. Donc, si on fait le calcul, il nous aurait fallu une puissance de 5600 watts à peu près, voilà, 5,6 kg. Là, pour la même surface, en passant en plancher chauffant, on va avoir, suivant l'état thermique, on va arriver à une puissance d'à peu près 3500 à 3600 watts. Voilà, donc on fait un gain énergétique de 2000 watts pour un meilleur confort. L'ensemble de ces tubes vont être enrobés par une chape fluide, Agilia Solcier Métal, qui va permettre donc un bon fonctionnement de ce système de chauffage. C'est surtout la facilité de mise en œuvre. Là, on va bien enrober le système et puis en même temps, ça va être auto-nivelant. Donc ça va faciliter la pose pour le carreleur. Les points de vigilance particuliers, et c'est pour ça qu'on aime bien, nous, chapistes, poser l'isolant. On va accepter d'abord la dalle, le support de base, parce que cet isolant, il faut qu'il soit le plus d'aplomb possible, qu'il bouge le moins possible. Donc la réception du support, c'est important. En même temps, on va vérifier que
tous les endroits où cette chape fluide, puisque c'est de l'eau, pourrait passer, on va colmater. Donc c'est la réception du support qui va faire la différence. Il faut une grande complicité après entre les différents corps de métier, parce qu'il ne faut pas que le travail que l'on a fait par exemple en posant l'isolant soit détruit par le chauffagiste qui vient installer par exemple ces gaines. Il faut que tout le monde ait bien en tête tous ces points de vigilance. Là, on va laisser sécher la chape pendant 48 heures, on va pouvoir marcher dessus. Et après, il va y avoir une mise en chauffe progressive. Il y a à peu près 5 règles d'or à respecter pour faire une maison BBC. Première règle, c'est la conception dite bioclimatique. Règle numéro 2, on choisit un système constructif performant. Troisième point, la bonne isolation thermique. Enjeu numéro 4, règle d'or numéro 4, c'est l'étanchéité à l'air. Enfin, une fois qu'on a résolu tous ces enjeux-là, il faut mettre les bons équipements derrière, la bonne machinerie qui va permettre d'obtenir un confort optimum avec une consommation minimale. Ici donc nous avons un système Hydra-Condense, donc c'est une chaudière à condensation. Ça nous permet d'utiliser la quasi-totalité de l'énergie développée donc par la chaudière. On peut parler de 20% de rendement supérieur par rapport à une chaudière normale. En dessous de la chaudière, on a ce qu'on appelle un kit, un pack PCM. Donc ce kit nous permet de travailler en haute température et en basse température. Nous avons une partie qui va donc alimenter la partie étage qui est donc les radiateurs avec une température entre 50 et 60 degrés et la partie donc plancher chauffant en basse température où là on va chauffer de l'eau à 30 degrés à peu près. Voilà. Alors dans l'ensemble, on a vraiment un rendement élevé. Donc forcément une consommation de gaz moindre et sur les factures de gaz, on peut parler de 30 à 40% d'économie véritable. Ici, nous avons un chauffe-eau solaire, voilà, qui va être relié donc en appoint avec la chaudière à condensation. Donc les panneaux solaires sont fixés sur le toit. On vient chauffer un fluide caloporteur en circuit fermé qui vient lui à son tour chauffer l'eau sanitaire de la maison. Alors ici nous avons donc une entrée d'air dite donc hygro-réglable. En fait le but du jeu c'est de renouveler l'air mais intelligemment, c'est-à-dire que les entrées d'air, elles, il y a une petite membrane à l'intérieur qui vont s'ouvrir plus ou moins en fonction du besoin de l'habitation. Et on a le même principe pour les aspirations, donc pour les bouches en plafond. Alors toutes les bouches VMC sont reliées à un moteur, un caisson motorisé. On aspire l'air, ni plus ni moins, et on le rejette en toiture. Alors la consommation d'éclairage, elle est prise en compte dans notre label. Alors aujourd'hui, avec les moteurs de calcul utilisés par les bureaux d'études thermiques, c'est quelque chose d'assez forfaitaire. Ceci étant, c'est vraiment la transition avec la façon dont les personnes utiliseront la maison. Il faut absolument mettre des éclairages et des ampoules basse consommation, puisque c'est ce qui permettra justement de limiter la consommation d'usage du bâtiment. Et là, on voit vraiment le rôle ensuite de l'utilisateur, c'est que c'est bien, on a fait un beau bâti avec des équipements performants, mais si derrière l'utilisateur, il ne fait pas des efforts, et aussi dans son comportement et dans sa façon d'utiliser sa maison, alors on n'aura fait que la moitié du chemin.